Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe Val. Bonsoir. Bienvenue à la Cité des Livres, qui est, je le rappelle, un événement organisé par la Fondation Jean Jaurès, en partenariat avec le site slate.fr et le site France Culture Plus. Ce débat est enregistré et vous pourrez le revoir sur Internet, en vidéo, sur le site de Slate et sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Nous vous recevons ce soir, Philippe Val, pour votre livre Malaise dans la culture, paru en avril chez Grasset. Je vais peut-être rappeler brièvement l'histoire de ce livre, parce que c'est très important d'en connaître le contexte. Vous nous disiez tout à l'heure, terminé à la fin de l'année 2014, en octobre-novembre, et il allait partir en fabrication début janvier, juste avant les attentats, et notamment la fusillade contre Charlie Hebdo. Et c'est un livre donc, qui était déjà terminé à ce moment-là, et vous y avez ajouté un petit avertissement en introduction pour évidemment pour en parler. Mais c'est une réflexion que vous aviez menée en amont. Et juste pour redonner encore un petit peu de contexte, je rappelle que vous avez été directeur de Charlie Hebdo de 92 à 2009 et que vous l'étiez donc depuis déjà longtemps, quand en 2006, les fameuses caricatures de Mahomet publiées en premier lieu dans le quotidien danois Jyllands-Posten en 2005 ont été republiées donc, dans Charlie Hebdo. Il s'en est suivi un procès très médiatisé, un procès que vous gagnerez en première instance puis en appel. L'histoire de Charlie Hebdo est restée depuis ce moment liée à ces caricatures. Quelques années plus tard, en 2013, le magazine, si on peut dire Inspire, qui est en fait un organe de propagande en ligne d'Al-Qaïda en langue anglaise, présentait les 10 ou 11 personnes wanted, dead or alive, comme dans un western, personnes recherchées mortes ou vives pour crimes contre l'islam. Charb, le directeur de la publication Charlie Hebdo, qui vous a succédé, y figurait en bonne place, en compagnie notamment de Fleming Rose, qui était le rédacteur en chef des pages du journal danois, des pages culture du journal danois Jyllands-Posten, le fameux quotidien qui a le premier ouvert cette séquence des caricatures. Et une fois tout cela étant rappelé, je voulais vous demander, pour commencer, en janvier, après évidemment la grande émotion, qu'avez-vous pensé, qu'avez-vous retenu de la couverture médiatique, du débat médiatique et du débat plus généralement dans le pays qui s'est ouvert, que ce soit autour de Charlie Hebdo, autour de la liberté d'expression, de la question du terrorisme? J'en retiens une débandade. J'en retiens qu'à chaque attentat, les réactions sont pires. À chaque fois qu'il se produit quelque chose qui, à juste titre d'ailleurs, fait peur, la terreur, ça sert à ça, je pense que le monde médiatique, plus encore que la population à laquelle il est censé s'adresser, se recroqueville dans ses réflexes les pires, refuse la réalité, n'ouvre pas le débat, se cache, se voile la face, et préfère parler d'autre chose, ou analyse ça de façon insensée. Analyse ce phénomène du terrorisme de façon, aujourd'hui, je trouve, grotesque. Donc le débat n'est pas ouvert, ou très peu, ou très mal. Ce qui est extrêmement grave, parce que quand la réalité se manifeste de cette façon, la moindre des choses, c'est que la raison s'en empare, même si c'est difficile, et qu'on travaille à résoudre les problèmes que cette réalité pose. Et pour ça, il faut la considérer. Et nous refusons de considérer cette réalité, comme on a refusé de la considérer pendant les années qui ont précédé, comme au fil des années, depuis l'arrivée de Khomeini en Iran, mais surtout, ça s'est accéléré avec la fatwa contre Salman Rushdie, le monde intellectuel et médiatique s'est retiré de la réalité de ce débat. Plus les années ont passé, plus ils ont parlé d'autre chose qui ne concerne pas vraiment, au fond, on a trouvé des arguments sociologiques pour expliquer le terrorisme. En gros, c'est la vulgate qu'on trouve dans la presse, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de délicatesse. Enfin, c'est quand même la faute à la société s'il y a des terroristes.
faute à la société française, la faute à l'état de droit, qui n'intègre pas comme il faut. Mais si c'était vrai, pourquoi on retrouverait le même phénomène au Danemark, qui a des pratiques extrêmement différentes, et pourquoi on trouverait le même phénomène au Mali ou au Moyen-Orient, qui sont encore des régimes très très différents. Donc si cette chose apparaît partout, c'est que les causes n'ont rien à voir avec les outils que nous propose une partie de la sociologie, et qui est la grille de lecture des intellectuels et des journalistes sur ces événements. C'est-à-dire une grille de lecture qui, sous prétexte de dénoncer un discours qui risque de verser dans, disent-ils, l'islamophobie, c'est un mot qui juste empêche le débat, c'est juste un mot qui est posé là, c'est comme la douane, vous n'avez pas votre passeport, vous ne passez pas. Donc, pour ne pas verser là-dedans, on parle d'autre chose, ce qui est extrêmement dangereux, et qui est en plus l'illustration même de ce que Julien Binda appelait la trahison des clercs, c'est-à-dire qu'on refuse de se servir de la raison pour considérer les problèmes qui nous intéressent et qui intéressent la société démocratique. Justement, sur cette question du rôle des intellectuels, dont vous parlez beaucoup dans votre livre, avec cette notion de sociologisme, qui serait, en tout cas si on vous a bien suivi, une forme de réflexe un peu facile de flemme intellectuelle, quoi, qui consiste à tout voir sous un prisme unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et nous donner peut-être quelques exemples que vous relevez d'ailleurs dans le livre? C'est-à-dire que c'est une dimension de la pensée, enfin, si vous voulez, dans les gènes de la pensée française, et on pourrait même dire dans les gènes de la pensée des Lumières, il y a quelque chose de Rousseau, d'une partie de l'œuvre de Rousseau. Rousseau n'a pas été que ça, heureusement, c'est un très grand écrivain, et il a eu beaucoup de qualités, mais il a pensé quand même, il a réactualisé quelque chose, il a forgé l'outil moderne, un outil moderne d'analyse de la situation politique et sociale, qui se résume par une phrase qu'il a réécrite plusieurs fois dans plusieurs œuvres. L'homme est bon, c'est la société qui le pervertit, donc c'est la faute à la société. Et il y a toute une partie de la sociologie, surtout qui vient de la façon dont elle s'est diffusée dans les milieux journalistiques, dans certains milieux de gauche, etc. Qui s'est emparé de cet outil du déterminisme social qui explique tout. Il explique des choses. Le déterminisme social, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ça explique des choses, bien sûr. Mais au grand jamais, ça explique tout. Pourquoi ça n'explique pas tout? Parce que, tout simplement, quand on prive l'acteur d'un crime, quand on prive un acteur quelconque, de toute façon, de la société, de sa responsabilité, ça veut dire, au fond, qu'on le prive de sa liberté. Et il ne s'est pas librement déterminé. Ça veut dire qu'on a une position totalement antidémocratique. La position démocratique consiste déjà à faire crédit à l'autre de sa responsabilité et de sa liberté. Et le privant de sa responsabilité, on élabore un discours qui, sous des dehors généreux, démagogique et antiracistes, est profondément raciste. Puisque toi, tu viens de là, tu ne peux pas être libre et responsable. Donc, c'est un mépris de l'autre, qui est une vulgate qui est répandue partout maintenant. Et ça empêche de penser, parce que ça ne sert plus à rien de penser, puisqu'on a une grille qui explique tout, une mécanique qui explique tout. C'est la faute de la société. Or, cette mécanique, qui consiste d'abord à dire c'est pas de ta faute, c'est la faute à la société. Ensuite, l'étape après, c'est la faute au système. L'étape d'après, ça dérape, et c'est la faute aux riches, en général. Les riches, ils tiennent le système. Et quand ça dérape encore plus, si on va toujours plus loin dans cette mécanique, c'est la faute aux juifs. C'est-à-dire que c'est la mécanique même intellectuelle qui conduit, de dérapage en dérapage, à une pensée antisémite, à la pensée du bouc émissaire. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Et une autre raison, c'est qu'il y a longtemps maintenant, je lisais, en écrivant, de Gracq, qui sont des notes de lecture, parle de Chateaubriand, de tout ça, enfin, des auteurs qu'il aime du 19e notamment, et je suis tombé sur un texte où il dit, il le dit bien autrement d'ailleurs, parce que c'est sa langue à lui, moi je ne parle pas comme ça, mais
Donc je ne vais pas le citer textuellement, mais en gros il disait, au XIXe siècle, quand on voulait tout savoir de l'adultère en province, on lisait Madame Bovary, Flaubert. Aujourd'hui, on s'emmerde avec des graphiques de sociologues et on n'y comprend rien. Et il disait qu'il a volé l'affaire aux artistes. C'est le premier déclic, il y a une quarantaine d'années, qui m'a donné envie, pas encore d'écrire ce livre, mais ça a été le premier déclic qui m'a conduit à écrire ce livre. Voilà. Tout à fait. Une question avant de laisser la parole à Ziad Gebran qui va poursuivre la discussion avec vous. Je vais vous faire réagir sur une question d'actualité puisque la semaine dernière, l'association Les Indivisibles vous a remis un de ses célèbres trophées Yabon Award. J'ai appris ça. Ouais. Justement pour un passage qui est dans Management dans la culture. Ça, ouais. Ouais. Et la même semaine, vous étiez en une de l'hebdo Politis en compagnie de... Ah, je n'ai même pas vu. Ah, vous n'avez pas vu. Vous me l'apprenez. Voilà. D'Elisabeth Badinter, Michel Onfray et Caroline Forest comme faisant partie des réacs de gauche. Donc tout ça en quelques jours. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous c'est une manifestation, une illustration justement de ce que vous critiquez dans votre livre? Alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a des gens avec qui apparemment je suis, donc, ce sont des gens qui d'une certaine façon font partie de cette aventure qui a cette défense de la laïcité, de la liberté d'expression, d'une certaine façon qu'on a offert au reste de la presse quand on a gagné ce procès. On leur a offert ça. On avait ça à cœur. Et puis, il y a quelques années plus tard, il y a eu ce drame. Mais ils nous devaient quelque chose. Peut-être ne nous aiment-ils pas beaucoup parce qu'on est des saltimbanques, vraisemblablement. Pourquoi on devrait à ces gens-là, Charlie Hebdo, enfin, vous voyez, c'est quand même pas Le Monde, c'est quand même pas Raphaël Baquet. Donc, si vous voulez, ils nous en voulaient de nous devoir. Mais après les attentats, ils nous en veulent encore plus. Parce qu'ils nous doivent peut-être, ils doivent peut-être encore plus. Donc, il faut nous enlever de la photo. Je pense que les charges médiatiques contre des gens aussi irréprochables qu'Elisabeth Badinter, qui sort très peu de chez elle, qui travaille sur les femmes du XVIIIe siècle, qui est une chercheuse 18e. Bon, Elisabeth, dès qu'elle sort la tête, elle se fait taper dessus maintenant. Donc il y a quelque chose qui a bougé, parce que s'il y a bien une grande intellectuelle respectable en France aujourd'hui, c'est Elisabeth Badinter. Donc, première chose, je pense qu'on est indésirable dans ce paysage aujourd'hui. C'est une réalité, puisque, par exemple, vous voyez, il y a eu, si je fais le compte de tous les articles qu'il y a eu sur Charlie Hebdo depuis les attentats, vous regardez les grands dossiers qu'il y a eu dans le Monde, tout ça, bon. Ils ne parlent que de l'argent. Il y a eu 17 morts. Ils ne parlent que du truc. Or, la réalité, c'est que je sais bien que je connais bien les gens qui gèrent Charlie Hebdo. Ce sont des gens absolument irréprochables. Ce sont des gens qui sont... façon, il n'y a rien, si vous voulez, là-dessous. Il n'y a rien. C'est horrible, c'est juste horrible. Juste, la moitié des amis sont morts et maintenant on dit que vous avez tapé dans la caisse. C'est juste ça. Il y a une façon de déglinguer, d'éliminer. Pendant un mois, après les attentats, j'ai répondu au téléphone, et Anomel, qui s'occupait de ma presse, a répondu au téléphone, et ma femme, sur son portable, recevait des appels, toujours pour la même question. Alors, monsieur Val, il paraît qu'il va reprendre Charlie Hebdo, financé par les Badinter, précisément. Jamais... Elisabeth Badinter, Robert Badinter et moi, on a parlé de ça. Jamais, pas une seule fois, si vous voulez. Et pendant un mois, ça a même été écrit dans Le Point, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de la rumeur orientée, quand même un peu antisémite, il faut bien le dire, parce que c'est l'argent, les juifs, les médias. Moi, je ne suis pas juif. Il se trouve que, comme on dit, j'ai des amis qui sont juifs, comme on disait dans les années 30. C'est horrible d'en arriver à parler de ça aujourd'hui. Enfin bon, ça dégoûte, mais enfin... Donc, il y a ça, si vous voulez. Il y a d'abord ça. Ensuite, le Yabon Award, je l'ai appris dimanche. Je dînais avec un ami, Georges Kejman. Il me dit, tiens, t'as eu, bravo, je te félicite pour ton prix, etc. Il se marrait. Bon.
Je ne savais même pas. Donc, il me dit, tu l'as eu pour ça. Pourquoi j'ai eu le prix? C'est vachement intéressant, en fait. Dans mon livre, je dis qu'une certaine extrême gauche qui s'est nourrie de l'anticolonialisme, qui, il y a 40 ans, a été sans doute, ou 50, enfin, 10 ans après la guerre, ou avant, Gide a été très courageux. Mais enfin, aujourd'hui, être pour l'indépendance du Sénégal, bon, c'est quand même autre chose que Gide, qu'il l'était avant la guerre, quand le Sénégal était encore une colonie. Donc, qui s'est nourri de cette pensée anticolonialiste, qui est toujours anticolonialiste, bon, il n'y a plus de colonie, mais c'est pas grave, et je dis que cette partie-là, radicale, de la gauche, reproche à la colonisation, bien sûr, l'exploitation territoriale et humaine, ce qui est tout à fait légitime, mais reproche aussi d'avoir diffusé les idées des Lumières, c'est-à-dire le désir de démocratie, le désir d'état de droit, le désir de liberté d'expression. Et ça, c'est la pensée bourgeoise dominante. Et on déteste, si vous voulez, cette diffusion de la pensée démocratique. Or, moi qui ai fait quand même quelques années de reportage dans le monde et beaucoup dans le tiers-monde, combien de fois j'ai rencontré des jeunes gens, des intellectuels qui voulaient que leur pays se dote d'institutions démocratiques, et notamment dans les pays qui ont été anciennement colonisés. Et eux, ils disent, ils sont victimes de la propagande. Donc je dénonce juste cette connerie qui est juste insupportable, et c'est pour ça qu'ils me donnent le Yabon machin, le Yabon Award, qui est quand même la phrase la plus raciste de l'année. Moi, je trouve ça formidable. Ça veut dire que les gens issus des pays du tiers-monde ne sont pas dignes de vivre dans le respect de leurs droits. Ils doivent continuer à subir la torture, la censure, les arrestations arbitraires, l'oppression des femmes, l'emprisonnement des homosexuels. Parce que quoi? On est où on est, quoi. Vous voyez, c'est... Alors, moi, que je reçoive le Yabon Award, personnellement, je m'en fous. C'est pas tellement... Oui, c'est Raphaël Diallo, bon... pas grave, bon. Mais ce que je trouve terrible, c'est qu'il n'y ait pas de réaction. Que la réception de ces événements-là ne fasse bondir personne, ne fasse pas réagir des intellectuels qui, une fois de plus, s'en réfèrent à la raison, comme le voulait, comme on a défini, que devait être un intellectuel depuis l'affaire Dreyfus. Merci.